À l'heure où l'on parle beaucoup de nos codes, certains résistent et parlent de full code. Mais en vrai, personne ne fait du full code. Nous avons tous des librairies, des frameworks, des trucs faits par d'autres qui nous font gagner énormément de temps. Par exemple, il y a 15 ans, le jQuery permettait de simplifier le code JavaScript entre navigateurs. Il y a 10 ans, Bootstrap permettait à ceux qui ne connaissaient rien au CSS d'avoir enfin une interface propre. Ce fut le début des design systems open source mainstream. 10 ans plus tard, très clairement, Bootstrap est dépassé. Mais alors, par quoi le remplacer? Faut-il tout faire soi-même? Et surtout, peut-on encore utiliser un design system tout fait? Pour répondre à ces questions d'interface, je ne reçois pas les Daft Punk, mais ils s'y connaissent en IHM. Théo et Mickaël, bonjour. Bonjour. Salut. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Théo, Mickaël, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas? Et on va commencer par Mickaël. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Mickaël. Je travaille chez Welcome to the Jungle depuis 2 ans en tant que front-end développeur. Et Théo? Salut, du coup, moi c'est Théo, je suis front-end développeur chez Welcome depuis 3 ans maintenant. Top. Alors du coup, pour parler effectivement des design systems, on s'est rencontrés parce que vous avez eu l'occasion de créer un design system open source. Est-ce que vous pouvez du coup peut-être nous faire un peu l'histoire de la genèse de ce design system? On va commencer par Théo. Yes. Du coup, moi je suis arrivé chez Welcome, j'ai été le 3e front chez eux en mai 2019. Et quand je suis arrivé chez eux, au début, il n'y avait que 2 produits. Donc, on a un ATS, donc Application Tracking System, qui est Welcome Kit. Et à côté, on a le site qu'on connaît plus, Welcome to the Jungle, pour tout ce qui est autour du recrutement et du média. Et on avait besoin de créer un nouveau produit. Et pour créer ce nouveau produit, on voulait vraiment mettre en place un design system pour justement éviter d'avoir à recopier plein de fois le code sur différents produits, pour avoir aussi la même expérience. Et du coup, on s'est lancé donc tous les trois fronts sur la création du design system, donc Welcome UI. Et on a pu le faire parce que on avait pris une boîte externe pour faire le projet Welcome Home, ce qui nous a permis de nous libérer beaucoup de temps. Et on a eu 3 mois vraiment non-stop où on a tracé pour pouvoir créer ce design system. Ce qui était cool, c'est que voilà, il y avait toute l'équipe technique qui était derrière nous, parce que c'était important pour tout le monde. Et bon, la boîte avait aussi des visions aussi plus loin, donc ils savaient qu'il fallait qu'on puisse vraiment avoir des design systems, qu'on puisse partager tous ensemble le même code et la même expérience. Donc c'était sympa de bosser avec une boîte externe, sachant que dans la boîte externe, il y avait Greg Berger qui avait créé Smooth UI à l'époque. Donc, il connaissait vraiment, lui, de son côté, il avait une expérience là-dessus, ce qui nous a beaucoup aidé pour créer Welcome UI. Et on utilisait aussi ces librairies qui étaient Xstyle System et Xstyle Style Component. Donc, c'est un peu des versions de Style Component et de Style System un peu upgradées pour faciliter, on va dire, l'écriture. Donc, on a bossé avec eux pendant 3 mois. Ils avaient besoin de composants, on les faisait, on avançait ensemble. Donc, c'était vraiment un moment assez chouette où on a tous appris. Là, c'était vraiment la première phase, on va dire, du design system. Et voilà, on a sorti une première version, pas open source au début, parce qu'elle n'était pas vraiment finalisée. Et du coup, au bout de 3 mois, on a quand même réussi à être 3 dev front dessus à 100%, à sortir quelques composants, vraiment les principaux, et commencer vraiment à avoir la base, la structure du design system. Et donc, au bout de ces 3 mois, on a commencé à repartir un peu tous sur les produits, parce qu'il fallait aussi faire évoluer les produits. Hein.
nous, on s'est éclaté pendant 3 mois, mais en tout cas, il fallait qu'on continue quand même à aider tout ce qui est produit derrière. Et voilà, donc on a commencé on a continué, on était 2 sur Welcome Home ensuite, et un autre front qui était parti sur le site principal. Et voilà, on a continué en fait à itérer. Donc le but, de toute façon, vous verrez souvent, mais voilà, le design system, on itère tout le temps. Donc tous les jours, on est dessus et tous les jours, on remet en cause des choses. Donc voilà, on a commencé à itérer et avancer sur le design system en mettant plus en plus de composants. Tout ça en bossant d'ailleurs avec les designers. Donc c'est ce qui est le plus important dans les systèmes, c'est d'être vraiment à 100% avec les designers, que les designers soient 100% avec nous. Donc voilà, toujours en continuité au niveau de l'échange. Donc ça, c'est hyper important. Là, c'était la première base, et ensuite, on avait commencé à avoir des nouveaux fronts qui arrivaient dans Michael, qui arrivait du coup 1 an environ après moi. Et c'est là où ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, parce que voilà, on savait qu'il y avait des fronts qui allaient arriver, on savait qu'on avait beaucoup de recrutement, et c'est là où on s'est dit que voilà, ces systèmes, c'était bien qu'on les commençait avant, et que du coup, qu'on puisse vraiment avoir une belle base pour que tout le monde puisse bosser dessus. Donc voilà, au bout de quelques mois, on a réussi à avoir vraiment une bonne base de code, et on était tous contents. Et il y a eu du coup plusieurs phases dans la vie du design system. Déjà, on a eu un gros rebranding au sein de Welcome to the Jungle. Donc de couleurs, de logos, de police, enfin tout ce qu'on peut avoir dans un rebranding. Et ce qu'on avait fait en fait à l'époque, on voulait faire un design system pour nous, mais vraiment qui nous serve à nous, et pas un gros design system boîte à outils qui sont vraiment cool, par exemple comme chez CreaUI, qui est vraiment génial, mais on voulait pas aller aussi loin qu'eux, et on voulait vraiment proposer un design system qui nous ressemble, qui soit customisable bien sûr, mais qui nous ressemble. Et du coup, quand on a eu le rebranding avec beaucoup de changements, côté composants, côté couleurs, etc., on a dû faire une nouvelle version. Et là, on a vu que il fallait vraiment réfléchir pour la suite et pas se retrouver dans ce même genre de cas. Donc, on a essayé d'un peu ouvrir un peu plus la customisation et les composants, et réfléchir un peu aussi pour l'avenir. Donc là, on a eu un gros travail. Si je me souviens bien, Michael est arrivé environ à ce moment-là. On a bossé là-dessus. Donc, il y avait cette phase-là de rebranding qui a mis un petit temps. Et après, c'est pareil, il faut aussi le remettre sur tous les autres projets, les autres produits. Et ensuite, on a eu une 3e phase. Donc, la 3e phase, c'était des grosses updates de librairie. Donc, c'est pareil, dans un design system, il faut penser vraiment aussi côté technique, pas que côté UI. Et on a eu des grosses mises à jour de librairie. Et pour ça, du coup, le but, c'était de pouvoir migrer sur tous nos produits petit à petit. Donc, on devait faire une nouvelle montée de version, on va dire, un peu en mode break and change. C'est vraiment dépassé sur la version 3. Et donc voilà, on a continué à itérer, créer de nouveaux composants. Et toujours des nouveaux besoins, sachant que petit à petit, il y avait de nouveaux développeurs front qui arrivaient dans l'équipe. Donc il fallait les onboarder, les mettre sur le sujet. Et il y avait du coup des nouveaux produits aussi qui arrivaient. Et nous, on avait besoin aussi de le rendre open source. Donc là, c'était aussi un gros step chez nous. C'est que on avait, depuis le début, on avait envie en fait que notre code puisse être partagé. Parce que clairement, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui existent, des design systems. Et le but, c'est que chacun puisse voir un peu comment on a fait et puisse s'en inspirer, même pour leur boîte, puisse voir un peu comment on a pu faire, ce qu'on utilisait comme techno. Et donc, à ce côté-là, il y a aussi un gros côté qui est le côté employer branding. Donc, donner aussi envie aux développeurs front de venir chez nous. Parce que voilà, faut dire, quand on voit qu'il y a une boîte qui met en open source leur design system et qui sont complètement transparents, et on voit qu'il y a vraiment du temps alloué à ça, ça donne plutôt envie. Donc voilà, il y a eu cette grosse phase d'open source où c'était vraiment le premier gros projet open source qu'on sortait. Donc ça, c'était assez cool. Et alors du coup, avant de creuser l'aspect open source de ce projet, on va revenir du coup sur l'arrivée de Michael sur le projet. Du coup, Michael, est-ce que toi, tu as rejoint Welcome to the Jungle parce que justement, il y avait ce projet de bosser sur ce design system, ou alors est-ce que le fait d'avoir un design system, c'était un argument pour rejoindre Welcome to the Jungle? Non, en fait, moi, quand j'ai postulé chez Welcome, c'était plus pour la marque employeur qu'ils avaient, mais j'avais pas connaissance à ce moment-là
design system. C'est au moment du test technique, en fait. Le test technique, en gros, tu as une feature à faire et on te demande, pour ce faire, d'utiliser Welcome UI. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le design system. Et en fait, au final, c'était un argument de plus pour vouloir rentrer chez Welcome, quoi. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a eu une phase de, je sais pas, on va pas dire de déception, mais tu sais, entre ce que tu anticipes quand tu fais la phase d'entretien et quand tu arrives après au sein de la structure, dans quel sens était le décalage? Non, moi, c'était pas la déception, au contraire, hein, tu vois, quand j'ai postulé, je savais même pas qu'il y avait un design system accessible, enfin open source. Donc rien que tu vois, de savoir ça, c'était vraiment un argument en plus, quoi. Et d'avoir entre guillemets du temps alloué pour continuer à maintenir et à développer ce design system, pour moi, c'est un vrai plus, quoi. Ok. Alors du coup, Théo, donc tu étais en train de nous raconter le passage enfin, la décision de le passer en open source. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et ce choix? Ouais, comme je disais, c'était vraiment une envie voilà, de partager le code, de montrer que, voilà, que notre boîte est, enfin, on est assez technique, et montrer qu'on voilà, on savait faire des choses. Et c'est aussi une fierté de montrer le travail accompli et de montrer ça à tout le monde, on va dire. Et donc, il y avait vraiment ce côté-là, on voulait vraiment partager. Et voilà, on cherchait à recruter aussi. Donc, il y a ce côté employer branding où voilà, le fait d'avoir un design system, ça, et de montrer voilà, qu'on est à fond dessus, etc., ça aide, clairement. Ça aide. Et, à l'époque de Michael, du coup, on ne l'avait pas vraiment encore trop mis en avant. C'était l'open source un peu caché, quoi. On évitait de trop communiquer dessus. Et une fois qu'on était vraiment satisfait du résultat, on a pu du coup en parler un peu plus, essayer d'en faire parler un peu sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'était vraiment ouais, le but, c'est vraiment de partager les connaissances, partager ce qu'on fait. Et, et voilà, que les gens puissent peut-être s'en inspirer ou que ça leur donne envie d'en faire un dans leur boîte, voilà, etc. Ok. Et alors donc du coup, alors, pardon, je me mélange avec ma souris. Est-ce que le fait d'avoir un design system ou est-ce que le fait d'avoir un projet open source, est-ce que tu penses qu'il y en a un des deux qui est plus un facteur positif dans cette notion de marque employeur? Bah, je pense que l'open source, c'est ce qui sera le plus positif, parce que ça s'arrête pas à du front ou à un design system. Ça peut être d'autres projets. Et je pense que c'est ce qui est assez important, c'est voilà, d'avoir des projets open source, c'est de partager et pas avoir peur de cacher les choses sur ce qu'on fait. Parce que ce soit nous du front ou d'autres librairies qui pourront être fait côté back ou autre, hein, dans les autres métiers. Mais voilà, je trouve que le côté open source est pour moi plus important. Et donc, côté plutôt global et côté technique, personnellement, si je voyais qu'une boîte faisait pas mal d'open source back-end, j'aurais quand même envie d'y aller, même s'ils ne font pas forcément open source front-end. Mais au moins, je sais que dans la façon de réfléchir, voilà, dans la façon de penser, voilà, c'est quelque chose d'assez positif. Après, voilà, Welcome UI, c'est aussi un plus. Et je sais qu'en tant que front, c'est quelque chose qui plaît et qui donne envie, quoi. Ouais. Alors du coup, quand tu as comme ça un système qui a été construit depuis un petit moment, que vous utilisez en interne, comment est-ce que vous faites pour vous dire, enfin pour l'adapter à de l'open source, parce que tu peux pas mettre ça tel quel en ligne, j'imagine qu'il y a de la customisation à faire. Alors du coup, Mickaël, toi qui as rejoint le projet justement à peu près à ce moment-là, ça a été quoi les plus grosses difficultés, on va dire, sur le fait de nettoyer un système existant pour le rendre compatible open source? Ouais, c'est ça en fait. Quand tu dois bouger du code métier applicatif dans un projet open source, forcément, tu as une phase de refactoring à faire. Il faut que tes composants ils soient le plus génériques possible, qu'ils acceptent. Là, on est dans du React, donc un nombre de props, tous ceux déjà de ton système de style. Donc pour nous, c'est Xstyle, mais
il faut que tu puisses, entre guillemets, tout faire avec le composant, tout lui donner, qu'il accepte tout, et que le rendu soit ce que tu attends, quoi. Et dès que tu as du code métier, tu vois, bah, tu le splits, tu le gardes côté applicatif, et tu vois si tu as quelque chose que tu peux mettre dans ton côté open source. Du coup, pour essayer de répondre à une des questions qu'on a dans le chat, est-ce que justement cette phase de nettoyage, c'est un moyen d'éviter de diffuser du code entre guillemets trop propriétaire que tu voudrais pas voir, on va dire, entre de mauvaises mains, même si je sais qu'on parle d'une interface graphique, donc a priori, il n'y a pas forcément de secret industriel hyper important. Mais est-ce que c'est aussi important dans cette phase-là, ou est-ce que c'est même pas une question de se dire qu'il y a des choses qu'on veut pas forcément montrer aux autres? Bah, tu vois, clairement, comme on diffuse des choses qui sont très bas niveau, bah, il n'y a aucun risque en fait de diffuser des choses propriétaires. Enfin, c'est vraiment des choses accessibles, j'ai envie de dire, qui craignent rien, quoi. Pour juste compléter, on avait quand même fait un petit ménage côté liens qu'on mettait par exemple dans les pull requests, ce genre de choses, qui étaient des liens plutôt privés vers des outils privés. Et ça, justement, on a essayé de ne pas partager ce genre d'informations, parce que bah, du coup, c'est plutôt des choses un peu privées et que là, ça n'avait pas trop d'utilité parce que les gens n'en avaient pas accès. Et on a essayé de se décliner un peu tout ce côté-là et tout ce côté-là voilà, pour éviter de se dire que vraiment c'est open source et que le but, c'est que les informations privées qui ne servent à rien ne soient pas dans les systèmes. Est-ce que du coup, dans cette création d'un projet open source, tu te retrouves du coup à mettre en place des choses qui, toi, ne te servent pas, mais tu te dis, dans une démarche globale, il y a un intérêt à mettre ça en place, parce que même si nous, ça ne nous concerne pas, il y a des gens que ça peut intéresser, ou tu pars du principe que tu ne fais que ce qui t'intéresse et tu rends open source ce que tu veux rendre open source? Dans la réflexion, c'est vraiment on fait ce qui est un design system pour nous. On ne fait vraiment pas un couteau suisse comme d'autres design systems. Et du coup, on évite de faire des composants qui ne serviraient pas à nous et qui serviraient peut-être à d'autres gens, mais voilà, pour l'instant, qui serviraient. On veut vraiment garder les composants à nous. Et, parce qu'en fait, actuellement, on n'a pas vraiment de grosse communauté, il n'y a pas de gens qui font des demandes, etc. Ça pourra peut-être évoluer par l'avenir. Mais non, actuellement, on reste vraiment dans l'esprit qu'on fait un système pour nous et que si les gens veulent l'utiliser, ils peuvent le customiser, mais ils n'auront pas forcément tous les composants qu'ils veulent. Après, sachant qu'on a quand même beaucoup, on a plus de 50 composants maintenant, donc voilà. Normalement, avec ce qu'on a déjà, on devrait déjà y avoir ce qu'il faut pour avoir monté un site ou etc. Petite application. Je vois. Est-ce que du coup, il y a... tu vois, je parlais en intro de Bootstrap, qui est du coup un prémisse enfin, peut-être le début des design systems. En tout cas, moi, c'est le premier que j'ai rencontré comme ça, de manière open source et aussi mainstream, on va dire. Est-ce que du coup, vous avez quand même une couverture aussi large que ce que fait Bootstrap? Alors, là, je sais que la version 5 vient de sortir. Moi, ça fait un petit moment que j'en fais plus parce que quand même Bootstrap est un petit peu dépassé. Mais du coup, c'est quoi, on va dire, votre coverage par rapport à ce que fait Bootstrap aujourd'hui? Ouais, bah, je pense que oui, en tout cas, on a assez. Voilà, je pense qu'on est assez complet. Après, non, on sera jamais aussi. Enfin, on n'est pas aussi complet, je pense, qu'un Bootstrap, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis, ils n'ont pas non plus la même communauté et les mêmes moyens derrière. Mais non, je pense on a quand même les composants. Enfin, on a fait en sorte d'avoir le maximum de composants, on va dire, basiques qu'on retrouve souvent dans les applications, dans les sites, au maximum. Voilà. Je pense qu'on a essayé de faire au maximum. Et il y en a sûrement qui manquent. Mais voilà, comme je disais, on n'en a pas besoin actuellement. Donc, on va pas les faire pour les faire. C'est pas le but, c'est pas la réflexion derrière qu'on a de notre design system. Ouais, et puis comme on a de plus en plus de projets chez Welcome, tu vois, on a de plus en plus de besoins. Donc au final, le design system, il commence à couvrir quand même beaucoup de cas, quoi. Ouais. Et alors donc du coup sur quand tu mets un projet, alors attends, c'était quoi? Mais j'ai encore perdu ma question, c'est fou.
Oui, donc Bootstrap, il y avait quand même une approche assez qui correspondait au web de l'époque. Aujourd'hui, votre design system, il repose sur quel principe techno, quel paradigme, Michael? Faut savoir qu'on est basé du coup sur React. Et React de base est, est drivé par les composants. Donc ça s'y prête vraiment bien en fait pour un design system parce que chaque élément que tu peux retrouver est en fait un composant. Un bouton sera un composant, un input text sera un composant, etc. quoi. Et donc, du coup, c'est facilement transmissible sur du React Native, j'imagine. Enfin, il y a quand même des passerelles qui sont entre React et React Native. Alors, j'ai pas assez utilisé React Native pour en parler. Je pense que Théo, toi, tu es plus calé sur le sujet. Ouais, non, de notre côté, on n'est pas du tout. Enfin, ça va être très compliqué de passer sur du React Native facilement. On est vraiment très React. Après, c'est vrai qu'avec du React Native, on peut faire aussi du style component, donc ce qu'on utilise, du CSS.js qu'on utilise chez nous. Mais ça demandera quand même du travail, quoi. Ce ne serait pas aussi simple au niveau des composants. Pour faire un peu les deux, j'ai l'impression qu'il faut plus réfléchir avant React Native, puis ensuite web, plutôt que le contraire web et React Native. Donc voilà. Et on n'a pas ça, vu qu'on n'a pas d'application en interne, on n'a pas encore. Enfin, on réfléchit pas du tout à cette problématique. Tu vois, j'ai l'impression que cette démarche component qu'on retrouve donc bien évidemment dans React et du coup aujourd'hui dans les design systems, c'est un truc dont on voyait entre guillemets les prémices avec Bootstrap qui faisait comme il pouvait cette approche-là dans le CSS et le JS existant. Mais on commençait, tu vois, à avoir cette notion de composants que tu pouvais réutiliser, paramétrer plus ou moins à la demande. Est-ce que c'est un symptôme ou une traduction en fait de cette professionnalisation qu'il y a eu du front-end qui est passé de quelque chose d'assez bricolage et pas très construit, pas très étoffé, à aujourd'hui le métier de développeur front-end. On voit autour de la table, on est 3, vous êtes 2 développeurs front-end, donc vous êtes en majorité face à moi. Est-ce que c'est justement la preuve qu'il y a une complexité hyper forte qui s'est ajoutée à ce métier-là et qui nécessite du coup aujourd'hui d'avoir cette approche très modulaire, telle qu'on l'a côté back-end, comme on l'a depuis longtemps, avec nos frameworks, avec nos modules, avec aussi cette notion aussi très d'assurer une dépendance entre nos différents bouts de code. Ouais, donc clairement, de toute façon, ça a tellement évolué depuis des années côté front-end. Maintenant, on a quand même des librairies, comme tu disais Mickaël, React, vraiment autour du composant. Voilà, on va vraiment beaucoup plus travailler autour de l'architecture. Et avant, voilà, on n'avait pas autant de techno, de librairies qui existent actuellement. Et ouais, ça s'est énormément amélioré, et tant mieux. Et maintenant, notre métier est vraiment bien considéré parce qu'on sait qu'on va être là aussi pour créer un site responsive, un site performant. Enfin, il n'y a pas que la UI, il y a vraiment tout ce qui va derrière. Et ouais, non, ça a bien évolué, quoi. Donc maintenant, oui, on sent que le métier de front-end est beaucoup plus important qu'à l'époque. Ouais. Je dois avouer que j'ai eu, parmi tous les projets que j'ai gérés dans ma carrière, il y en a très très peu. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main que j'ai mis en open source pour une raison assez peut-être injustifiée, mais il y a l'impression d'être jugé en fait. C'est-à-dire que tu mets en ligne quelque chose, tu sais que dans le monde, il y a des développeurs extrêmement talentueux qui sont à des niveaux stratosphériques, et même si tu sais que statistiquement, il y a peu de chances qu'ils voient passer le bout de code que tu mets à dispo ou même le gros bout de code que tu mets à dispo sur GitHub. Toi, tu as toujours l'impression de te dire ce que j'ai fait n'a pas suffisamment de valeur pour être mis en ligne. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as cette crainte-là de publiquement mettre aux yeux de tous ton code avec sa qualité et de manière aussi inhérente ses défauts? Ouais, c'est sûr, mais après, on l'a mis en ligne quand on était sûr que c'était stable.
Ça, c'était un premier point, c'est qu'on l'a pas fait avant au début, quand c'était, voilà, on se cherchait un peu, qu'on essayait des choses, qu'on est passé par plusieurs refactos. Et voilà, le but, c'était de vraiment, une fois qu'on était stable, de partager. Et maintenant, quand je vois voilà, toute l'équipe qui est derrière et que le code est quand même, enfin, personnellement, je pense pas que ce soit un mauvais code, mais pas tout le monde peut juger. Mais voilà, je pense que c'est un code quand même qui est solide, qui a montré ses preuves, parce qu'on l'utilise vraiment en production sur plusieurs produits, sur plusieurs environnements différents. Donc en fait, il faut juste se dire qu'une fois qu'on pense que notre code est propre et stable et qu'on en est fier, bah, on peut passer à justement à l'open source, quoi. Mais il ne faut pas y aller trop vite non plus. C'est quelque chose pour lequel il ne faut pas aller trop vite. Mickaël, toi, est-ce que tu as cette crainte quand tu mets quelque chose comme ça en ligne sur GitHub? Ou est-ce qu'il n'y a que moi? Moi, j'avoue que pas du tout. Je crois que j'avais 6 mois de dev, je mettais déjà tous mes projets perso en public. Moi, je suis vraiment pas très gêné à ce niveau-là. Et puis, après, il faut dire aussi que dans Welcome UI, on essaye de vraiment tester tous les composants qu'on rajoute, etc. Donc, on garantit aussi pas une sécurité, mais un bon fonctionnement de ce qu'on publie. Donc, ça permet un peu d'éliminer ces craintes, quoi. Bon, n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire sur cette vidéo ou sur Twitter ou ce que vous voulez votre portefeuille GitHub avec l'ensemble des projets que vous avez écrits. On se fera un plaisir d'aller fouiller dedans de manière bienveillante, bien évidemment, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour juger. Comme le dit Grumpy, qui décidément me souffle des questions beaucoup plus pertinentes que celles que j'avais pu préparer jusque-là. Quand on met comme ça un projet en open source, quel est le travail qu'on fait pour justement avoir toute cette philosophie open source? Donc, Grumpy l'évoque dans le chat, il y a toute la notion de documentation, il y a toute cette doctrine et cette philosophie du projet open source qu'il faut pouvoir driver, les règles qu'on va mettre en place en fonction des pull requests. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé dès le début ou vous poserez la question quand les premières pull requests vont arriver, au genre de choses? Ouais, non, clairement, actuellement, on est encore en phase. Voilà, on n'a pas beaucoup de personnes qui utilisent le système. Il doit y avoir, je crois, 40 personnes qui l'utilisent, d'après GitHub. Du coup, on n'est pas dans une grosse communauté. Actuellement, par exemple, on n'a pas d'équipe dédiée. À Welcome UI, par exemple, il faut peut-être penser si plus tard, on se retrouve avec, bon, c'est imaginaire, mais se retrouve avec beaucoup de gens qui l'utilisent, etc. Clairement, il faudra se poser des questions sur comment on maintient, quelle logique on a. Tout ce qu'on a mis en place actuellement, c'est juste, là, on vient mettre en place, par exemple, un GitHub project pour que les gens puissent suivre un peu ce qu'on va faire. Mais on essaie de faire des issues, tout ce qui est issue, etc. On a des templates pour essayer de cadrer un peu les choses. Mais non, pour l'instant, on n'a pas vraiment de grosses communautés. Donc, on fait petit à petit comme on peut, on veut, et on verra par la suite, quoi. Il n'y a pas trop de réflexion là-dessus pour l'instant. Ce qui est presque étonnant aussi, c'est que vous ayez autant de gens pour supporter un projet open source. Je m'explique sur ma remarque. Les derniers épisodes que j'ai enregistré un épisode avec Red Hat. Red Hat qui fait beaucoup d'open source. Et en fait, ils ont beaucoup de projets open source qui sont supportés par une personne ou peut-être même parfois deux au sein de Red Hat. Et j'ai reçu aussi Sébastien Lorbert, que vous connaissez sûrement, puisqu'il a la newsletter React Hebdo, qui est du coup une grosse newsletter dans le monde du React, qui est aussi du coup principal contributeur sur le projet Docusaurus, qui est un projet en fait Facebook, mais du coup c'est lui qui gère ce projet-là, un projet du coup qui est très utilisé parce que il est utilisé en partie par Facebook, et c'est lui qui est le seul contributeur officiel de ce projet-là. Donc aujourd'hui, il y a combien de personnes chez Welcome to the Jungle qui travaillent sur Welcome UI et sur cet aspect open source? En termes de dev, je pense qu'on est une petite dizaine à travailler dessus. Mais la complexité chez nous, c'est qu'il n'y a personne qui est vraiment full-time dessus. Et ça fait que, tu vois, il y a une semaine, on peut travailler 1 heure par-ci, par-là dessus. Et c'est pas assez pour gérer toute la communauté et tout ça. Et je pense que, tu vois, Docusaurus, là, comme t'en parlais, en fait, comme c'est Facebook qui le fait, entre guillemets, tu as déjà une grosse communauté.
Et en fait, les gros projets comme ça, ça vit beaucoup par la communauté et pas que par la personne qui est censée maintenir la librairie. Et donc, ça fait beaucoup de bras en plus, en fait, quoi. En effet, ouais. Et du coup, sur cette... du coup, c'est un design system que vous utilisez en interne, mais j'imagine que vous faites évoluer... D'ailleurs, comment ça se passe? En fait, c'est vous faites évoluer d'abord en interne, puis après, vous voyez si vous répliquez des choses sur la partie open source, ou vous faites évoluer l'environnement open source qui, du coup, découle certaines évolutions en interne. Tu vois, comment ça se... Quand il y a une évolution qui se fait, elle se fait de quel côté et comment elle passe de l'un à l'autre? En fait, on fait d'abord sur le... En fait, on a une réflexion. En gros, si on a besoin de faire évoluer la chose, ça sera pour tous nos produits, logiquement. Ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, mais si on veut par exemple faire évoluer le bouton, le but c'est que ce soit évolué, qu'on ait la même expérience partout. Donc, on va partir du principe où on fait vraiment sur le design system, sur le Welcome UI, et après, chaque projet va mettre à jour du coup la version de Welcome UI pour avoir les modifications. C'est plutôt cette logique-là qu'on a actuellement. C'est vraiment juste pour avoir la même expérience partout, quoi. C'est le but, c'est juste d'avoir. Vu qu'on a plusieurs produits qui ne sont pas sur les mêmes environnements, sur les mêmes. C'est pas un monorepo, tous nos produits ne sont pas sur un monorepo, donc on part plutôt du principe Welcome UI tout en haut et ensuite à faire descendre tous les composants aux produits, aux différents produits. Ok. Et est-ce que vous avez une espèce de comité qui décide dans ce qui a été fait en interne et qu'on va passer côté open source? Non, ça s'est fait plutôt comme ça. Il n'y a pas vraiment d'organisation, hein, on va dire, actuellement sur Welcome UI. On essaie d'en mettre, on travaille dessus actuellement, sur justement passer par un GitHub project, passer par plus de documentation avec Notion, etc. Mais non, actuellement, ça se fait un peu comme ça. Et en fait, chaque front, en fait, souvent, des fois, on dit, genre, tel composant, on le trouve un peu partout, il faudrait peut-être qu'on mette sur Welcome UI. En fait, c'est une discussion qu'on a ensemble, on a un channel Slack, on échange tous là-dessus, et on le fait tous un peu ensemble, quoi. Il n'y a personne qui va essayer de prendre le sujet. On va essayer tous donner notre avis, et voilà, savoir ce qu'on en fait. Voilà, ça se fait un peu... Il n'y a pas vraiment d'organisation, ça se fait vraiment au fil de l'eau, et on essaie de s'organiser comme on peut, mais le but, là, actuellement, c'est quand même d'essayer de restructurer un peu plus tout ça, parce que vu qu'on grossit, il va falloir qu'on soit un peu plus organisé sur le design system. Et est-ce que du coup, ça vous aide en matière d'onboarding d'avoir ce côté open source? C'est-à-dire que du coup, tu peux demander aux gens de commencer à travailler dessus avant même qu'ils soient chez vous. Il y a un rêve peut-être même que demain, les gens le connaissent déjà en arrivant en entretien, j'imagine? Mix, si tu veux. Alors, un rêve... oui, effectivement, c'est sûr, si la personne arrive et qu'elle connaît déjà Welcome UI, pourquoi pas déjà contribuer, fait des pull requests ou quoi, c'est top, quoi. Parce que comme ça, la personne est déjà à l'aise avec le sujet et c'est un gain de temps énorme. Et du coup, est-ce qu'en matière d'onboarding, ça vous aide d'avoir ce projet open source? Moi, je vais prendre mon exemple quand je suis arrivé chez Welcome. Tu vois, j'ai réussi à être vraiment productif parce qu'il y avait le design system qui était en place et que je pouvais utiliser ces composants-là. Après, de là à quand j'ai été onboardé à rentrer directement dans le design system, ça, je pense que c'est tout de suite plus compliqué, quoi. En fait, pour préciser ma question en fait sur pourquoi est-ce que ça pourrait, enfin pourquoi je pense que ça pourrait peut-être aider sur l'onboarding, c'est que je me dis que quand tu as un projet open source comme ça, tu es obligé quand même d'avoir une certaine propreté de ton code, que tu as du coup une gestion de la dette technique qui doit, j'imagine, être quand même assez optimale. Et donc, au-delà du fait que le design system en tant que tel, c'est quelque chose qui te permet d'avoir déjà un code propre, ça fait partie des premières briques pour avoir un code côté front qui soit propre, bien construit et compagnie. Mais le fait d'avoir ce côté open source, ça t'oblige quand même, j'imagine, à une certaine vigilance sur cette notion de dette technique. Je ne sais pas du coup déjà comment est-ce que vous gérez cette notion de dette technique sur ce sujet de votre projet Welcome UI, mais je crois qu'il est un petit peu tôt pour commencer à l'évoquer. Mais tu vois, je me dis que ça t'oblige quand même à avoir quelque chose d'extrêmement propre. Et donc forcément, quand tu as un code propre, on le sait tous, hein, on a tous été... on est tous arrivés, je pense, au moins une fois dans
dans une boîte sur une code base qui n'était pas hyper clean, et on sait à quel point ça peut être, ça peut être douloureux d'arriver sur un projet comme ça. Là où quand tu arrives sur un truc où tout est carré, tout est propre, ça va forcément plus vite, quoi. C'est forcément plus agréable pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, déjà, ça donne envie, quoi. Tu vois un code qui est bien structuré et tout ça, c'est sûr que ça aide. Puis après, nous, côté front, on a des codes formateurs, on a des linters qui te garantissent, entre guillemets, une cohérence déjà sur tous tes fichiers, quoi. Théo, toi, du coup, c'est quoi ta vision sur la gestion de la dette technique sur ce projet open source? Au niveau de la vision, il faut qu'on ait, faut qu'on n'ait pas peur, par exemple, de faire des grosses versions, des grosses montées de versions. Ce que je parlais tout à l'heure, les grosses montées de versions, c'est un peu pénible pour tout le monde, mais il ne faut pas qu'on se dise, c'est un peu chiant, il faut faire évoluer tous les produits, donc restons sur cette version, par exemple, d'une librairie. C'est pour ça qu'au niveau de la technique, il ne faut vraiment pas avoir peur de tout casser et se dire, certains trucs, il va falloir vraiment les retravailler, on fera à zéro, et puis on fait une nouvelle version, et derrière, ça sera intégré dans tous les autres produits. Mais au moins, ça sera propre, quoi. Ça sera toujours propre, on sera toujours à jour, on évitera les failles critiques, parce qu'il y en a souvent. Donc là, au niveau de la technique, on essaie de ne pas en avoir. On essaye toujours de réfléchir à est-ce qu'il vaut mieux tout casser, refaire une nouvelle version, ou est-ce qu'on essaie d'adapter. Et c'est des questions de tous les jours, de toute façon, mais voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur de tout casser. Je pense que c'est un truc... moi, je le mets en œuvre tous les jours dans mon travail, au niveau de la technique. En fait, on se dit un jour, tant pis, on fait tout un module à zéro, et puis au moins, ça sera propre, et on est reparti pour quelques mois, quelques années avec ce module, quoi. Ce qu'il faut, j'essaie de me dire, je ne sais pas si c'est pertinent, mais après, voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, c'est faire sur Welcome UI. Alors, je suis d'accord avec faut pas avoir peur de tout casser, mais en même temps, quand tu as un projet du coup open source avec potentiellement des gens qui l'utilisent, on le sait tous, en fait, quand tu as des breaking change sur une évolution, tu as quand même besoin du coup de prévenir les gens, de continuer à supporter des anciennes versions. Enfin, tu vois, tu peux pas tout casser justement parce que tout le monde n'a pas forcément la même vélocité que toi. Du coup, est-ce que sur cette version open source, peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment de gens qui utilisent la solution aujourd'hui, mais tu vois, être prêt à tout casser, ça peut être risqué pour eux, non? Ça peut, ouais, c'est le problème, c'est que vu que dans notre tête, c'est plutôt pour nous on essaie de faire vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus tout refaire à zéro tout le temps, tous les mois, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est par exemple, on avait la version 3, je l'ai expliqué tout à l'heure avec les loading, après on est passé à la version 4 avec full TypeScript, et on a quand même laissé vivre la version 3, c'est-à-dire qu'on a la doc qui est en ligne, pour que les gens puissent vraiment, ceux qui ont la version 3, continuer avec. Et on s'est gardé une branche au cas où, s'il y avait des fixes à faire critiques, des fixes majeurs de sécurité, on a toujours une branche V3 qui permet de faire une montée de version sur la V3. On évite de ne pas tout jeter à la poubelle et dire non, c'est bon, vous débrouillez, quoi. Donc on a quand même cette partie-là où on essaye de garder une version, même si elle ne bouge plus, mais si vraiment il y a besoin de faire des petites choses dessus, elle est toujours là. Et pareil, là, pour la prochaine version, le but, ça va être d'essayer de garder une documentation pour la version actuelle, et les anciennes versions pour que les gens puissent petit à petit, quand ils ont le temps, quand ils ont plus de vélocité, de pouvoir mettre à jour le design system. Et de toute façon, ils devront, logiquement, on est toujours obligé de mettre à jour, que ce soit librairie, design system, n'importe quoi dans notre code, parce que il y a toujours des soucis, ça vieillit, il faut toujours le faire, mais on fait en sorte que les anciennes versions marchent encore, puissent être installées, et qu'il y ait encore une doc dessus pour qu'ils puissent utiliser. Cet aspect documentation sur un projet open source, tu es obligé d'avoir une documentation qui est quand même assez riche, très fournie. On sait tous qu'un code bien documenté, c'est forcément de l'or en barre et forcément aussi plus agréable, mais je pense qu'on n'est pas toujours très, très rigoureux là-dessus. Vous, du coup, vous avez entre guillemets, une obligation d'avoir une documentation extrêmement clean. Est-ce que du coup, c'est une pratique qui transparaît de manière globale chez Welcome to the Jungle, où du coup, tout le monde documente beaucoup au point que tout pourrait être open source? Non, tout pourrait être open source. On n'est pas forcément les meilleurs côté documentation, hein, sans se mentir. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Côté Welcome UI, on essaie du coup, on a fait un site déjà, on essaie de faire un site nous-mêmes, genre avec Next.js et Docs.
avec les MDX, du coup, pour essayer justement d'essayer d'apporter un maximum d'informations aux personnes. Voilà, essayer d'avoir un maximum d'informations, d'exemples pour qu'ils puissent utiliser un système. Donc ça, c'est hyper important. On essaie de le maintenir, de le mettre à jour. On a mis pas mal d'énergie là-dessus, justement. Donc moins dans le code, parce que notre code n'est pas trop commenté. Ça, c'est un souci aussi qu'on a, même pas du tout. Mais du coup, on essaie de mettre beaucoup de documentation sur le site. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de demander aux nouveaux arrivants, voilà, ce qu'ils ont pensé, ou même ceux qui font notre test technique, parce que pour notre test technique, on fait utiliser Welcome UI au front pour justement aller un peu plus vite, pour pas qu'ils aient à tout recoder eux-mêmes, alors qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et voilà, du coup, on essaye de leur demander toujours avoir un peu de feedback sur tout ce qui est documentation. On en a eu. Du coup, ça nous a permis de rajouter pas mal de petites choses qui pour nous étaient logiques et qui n'étaient pas forcément logiques côté documentation. En tout cas, on prend du temps pour faire un site que vous trouvez sur welcome-ui.com, le site qui permet vraiment d'avoir tous les composants et d'avoir vraiment la documentation qu'il faut derrière, quoi. Et alors, du coup, sur cette documentation, on trouve des tutos, j'imagine? Pas trop de tutos. C'est plutôt vraiment documenter chaque composant, chaque variante du composant, avec le code associé. On essaie de beaucoup documenter tout ce qui est prop types du composant. Donc vraiment, on peut savoir toutes les données qui peuvent être acceptées. Donc ça permet aussi de voir ça. On essaie de dire aussi que ce qui est important pour nous, c'est tout ce qui est package qui appartiennent à ce composant. Donc ça permet aussi aux gens de voir un peu de quoi il est composé. Et on a quelques exemples, mais ça aussi, il faut qu'on travaille dessus par exemple, avec des librairies comme React Hookform, que nous, on utilise. Et du coup, on a fait une petite page d'exemple pour montrer comment l'intégrer avec une librairie comme React Hookform, mais il faut qu'on en fasse plus. Mais voilà, en tout cas, on a encore du travail là-dessus sur tout ce qui est tutoriel. Et je pense que ça peut être cool par la suite qu'on fasse des petites vidéos, des petites vidéos qu'on puisse uploader pour montrer un peu comment ça marche, comment installer un projet. Ça peut être des trucs sympas à faire, quoi. Mais on va pas faire avec tout. On l'a pas fait. En 2022, on commence à le voir tellement partout qu'on arrive quand même assez facilement à reconnaître un site qui utilise Bootstrap. Il y a quand même une marque de fabrique, et il y en a que ça énerve un petit peu. À quel point on peut reconnaître Welcome UI? Est-ce qu'il y a une marque de fabrique ou est-ce qu'il y a vraiment une customisation totale? Il y a une customisation totale qui est possible. Si tu gardes le thème par défaut, effectivement, moi, Théo, les gens qui travaillent chez Welcome vont le reconnaître. Mais maintenant, effectivement, tu as un thème que tu peux entièrement customiser et faire vraiment En fait, tu peux quasiment faire ton design system à partir d'une autre, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que vous utilisez on a eu le flat design pendant un moment. Tu vois, il y a des tendances à chaque fois dans ces choses-là. Est-ce que vous, au travers de ces components, est-ce que vous utilisez une tendance en particulier? Michael? Vas-y Théo, si tu veux. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Non, on n'a pas forcément de tendance. On était parti à tout début d'Atomic Design, on va dire, à l'époque. Et en fait, on a un peu fait évoluer par package ensuite, vraiment par composant. Après, la tendance, c'est juste que il y a quand même des composants de bas niveau qui sont un bouton qu'on peut retrouver dans un autre composant, par exemple une recherche ou un lien dans la modale pour fermer un bouton pour fermer la modale, ce genre de choses, quoi. On a juste cette logique il y a des composants qui sont imbriqués, qui peuvent être imbriqués les uns aux autres. Mais il n'y a pas. Non, la logique est assez basique. On n'est pas allé trop loin là-dessus, quoi. C'est ce qui se fait naturellement, j'ai l'impression. Ok. Alors donc du coup, il y a eu le choix du React qui a été fait. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un indispensable pour vous aujourd'hui en front pour avoir encore cette notion de design system, ou est-ce qu'il y a d'autres technos qui se prêtent bien aujourd'hui à ce type de choses, ou c'est vraiment la tendance du front aujourd'hui, React a gagné? Je pense que React a gagné, mais il y a Vue.js aussi qui est vraiment très proche derrière, quoi. Je pense que c'est eux les deux gagnants, et je pense qu'Angular est un peu sur une pente descendante. Et après, t'en as d'autres qui essayent sur le côté un peu de monter. Il y a Svelte. Et puis après, à terme, il y aura les Web Components
qui sont directement inclus en JavaScript. Mais pour moi, ouais, aujourd'hui, si tu veux faire un design system pertinent, tu choisis soit React, soit Vue, quoi. Je note quand même que environ à 1h07 du live, tu as dit que React avait gagné. Il se peut qu'on fasse des extraits avec juste cette phrase-là, parce que je pense qu'en termes de clickbait, ça va être pas mal. Pas mal, ouais. Tu assumes ce propos pour toi, React a gagné? J'assume totalement. Théo, tu partages cet avis? Ouais, bah, moi j'ai surtout bossé sur React et ouais, pour moi c'est ce qui est le meilleur actuellement. Et juste pour Welcome UI, on a choisi aussi React parce qu'on l'utilise sur tous nos projets. Donc c'est aussi une question aussi qu'on a eu aussi de facilité, c'est que il fait que ce soit compatible avec nos projets. Donc ça suit le truc, même si on voulait faire du React, mais ça, on a essayé de coupler avec la techno qu'on utilise déjà chez Welcome. Ce que je trouve quand même assez fou, alors peut-être que moi j'ai commencé à être dans le web il y a trop longtemps pour que mon avis soit encore pertinent, mais donc vous nous dites que React a gagné, vous nous dites qu'il y a aussi des gens qui sont pas loin, il y a Vue qui donc sont effectivement les deux gros poids lourds du moment. Tu nous as évoqué aussi Angular, Svelte, tu en as évoqué un cinquième, mais je ne sais plus qui c'était. Mais ce que je sais, c'est que les 5 que tu as évoqués, c'est 5 technos JavaScript. Et moi, je suis quand même assez subjugué de voir à quel point JavaScript a pris une place absolument hallucinante sur le marché. À l'époque, c'était juste du scripting. Quand moi j'ai commencé, c'était pas un langage qui était apprécié, qui était même franchement dénigré. Maintenant, on en fait en back-end avec Node et compagnie. En front, on fait énormément de choses, notamment grâce à React. Avec React Native, maintenant, on en fait même des applications mobiles, que ce soit Android ou iOS. Comment vous expliquez que JavaScript a su... C'est quoi le truc si particulier de JS qui fait que ça se prête aussi bien à nos usages aujourd'hui? Je pense que c'est un langage qui a su écouter sa communauté. Tu vois, on en parlait plus tôt, mais toutes ces arrivées de CoffeeScript et des langages qui gravitent un petit peu autour de JavaScript, JavaScript l'a écouté, a su récupérer en fait les features clés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des langages qui évolue le plus rapidement, quoi. Théo, est-ce que toi, tu as un avis sur JavaScript ou tu as déjà dit que React avait gagné et tu veux pas tirer les foudres plus que ça? Non, je pense qu'il y a une grosse communauté derrière. Et, enfin, moi, j'ai surtout... moi, à l'époque, j'ai fait du PHP. Et je faisais pas en JavaScript. Et en fait, je me suis mis... du JavaScript bizarrement naturellement, et ça s'est fait tout seul. Et je sais pas, je trouve qu'il y a... Je sais pas, c'est juste qu'en fait, on l'a appris, c'est une façon qu'on a appris de coder qui est assez smooth, je sais pas comment dire d'autre, mais ça se fait naturellement, quoi. Et du coup, moi, je ne suis même pas posé des questions sur est-ce que je pourrais aller ailleurs ou pas sur d'autres technos. JavaScript était là et je me suis mis dessus. Mais depuis là, on a vu l'évolution maintenant qui est assez incroyable, quoi. Grumpy qui participe au débat en nous disant que le JavaScript et même les design systems ne sont-ils pas là car le web remplace les apps desktop qui nécessitaient ou nécessitent encore un apprentissage complexe pour les user interface alors que le web est si simple en comparaison. J'aurais tendance à dire oui, c'est sûr qu'il y a une simplicité, notamment pour le déploiement d'une mise à jour ou genre de choses. Quand tu fais une app web versus des choses que tu as, même si avec les App Store aujourd'hui, tu peux facilement déployer ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a une simplicité, je trouve. Je pense que je suis assez d'accord peut-être sur cette accessibilité du JS qui était aussi une des forces du PHP et qui est encore une force du PHP aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Théo et Michael. Ouais, pour les applications desktop, tu vois, tu peux le faire en Electron, par exemple, en JS. Moi, la plupart des applications desktop que j'ai sur mon Mac, en fait, c'est fait en JavaScript, hein. Tu prends Slack, tu prends VS Code. En fait, c'est du JavaScript derrière, c'est pas du client lourd, quoi, comme on appelle ça. Alors du coup, donc on a évoqué Welcome UI en détail et sur tout ce que vous avez fait dessus. C'est quoi la next step pour Welcome UI? C'est quoi les gros trucs qui sont en chantier dessus? Du coup, déjà, il y a un mois maintenant, on a sorti
on a refait tout en TypeScript, en fait, avec l'aide précieuse de Mickaël qui nous a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'au sein de l'équipe, on n'était pas tous très à l'aise. Du coup, là, c'était déjà une grosse step. On a mis quand même pas mal de temps à le faire. On a mis environ 6 mois. Donc là, c'était quelque chose qui était aussi demandé par. On avait pas eu quelques issues du coup, sur le projet, sur GitHub, de gens qui aimeraient bien l'utiliser, mais qui n'avaient pas TypeScript. Et en interne aussi, on avait voulu le faire. Donc, du coup, on a fait ce gros step, qui était du gros travail, mais c'était vraiment hyper intéressant. Je ne sais pas si Mickaël je peux dire 2-3 mots là-dessus, si tu veux qu'on passe à la suite, mais comment ça s'est passé, quoi, on va dire, parce que c'est vraiment dans un design system, c'est vraiment un grand step au niveau de la techno, quoi. Ah bah TypeScript, allons-y. Ouais, c'est clair. Moi, quand je suis arrivé, en fait, je faisais déjà du React et du TypeScript dans mon ancienne boîte. On m'avait un peu vendu du TypeScript, et quand je suis arrivé, en fait, c'était que sur l'offre d'emploi, hein. C'était pas dans la code base chez Welcome. Et puis oui, aujourd'hui, en fait, dans une librairie, enfin même dans un package JavaScript, avoir tes fichiers de déclaration TypeScript, c'est indispensable, quoi. Et tu le vois aussi sur NPM ou sur Yarn, sur le site. Tous les packages qui sont typés ont le petit badge TypeScript qui est posé sur le site. Donc, c'est une preuve que l'écosystème TypeScript est très présent dans l'écosystème JavaScript. Et ouais, ça a été un gros step. C'était assez compliqué. En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, hein. La première, c'était d'avoir un build qui fonctionne et pour des fichiers JS, pour pas casser ce qu'on avait déjà fait, et pour des fichiers TS, pour essayer de maintenir les deux en parallèle. Après, on les a pris en gros composant par composant. Forcément, on a fait les composants de bas niveau en premier, parce que comme la box, tu vois, qui est utilisée par d'autres composants, donc forcément, tu dois commencer par la base. Et puis ouais, de là, on a réussi en à peu près 6 mois. On pensait que ça irait beaucoup plus vite, mais en fait, au fur et à mesure, on découvrait des choses qui n'étaient pas forcément hyper bien faites en JS. En fait, ça nous a forcé à faire pas mal de refactoring, qui est une bonne chose, hein, pour la code base, mais qui était beaucoup plus long du coup pour nous, quoi. Ouais, TypeScript, je trouve que c'est une vraie preuve de l'arrivée à maturité. Tu vois, il y a un côté hyper pro et hyper carré dans le JS. Depuis qu'il y a TypeScript, en fait, ça t'oblige quand même à un niveau de code. Tu peux plus faire du scripting avec TypeScript, quoi. Ça, mais on parlait tout à l'heure du côté documentation, ça aide énormément aussi pour ceux qui connaissent pas trop les composants. Quand tout est typé et que voilà, tu as vraiment directement quand tu codes, tu as directement une documentation, c'est juste assez génial, quoi. Ça a clairement tout changé. Et ça nous a permis aussi de fixer pas mal de bugs parce qu'on passait des choses qu'il fallait pas passer forcément dans les composants et c'est cool. Donc ça, c'était vraiment un gros sujet qu'on a mis 6 mois aussi parce qu'on n'avait pas non plus full temps à louer dessus. Donc on avait pas mal de produits à faire évoluer, donc on ne pouvait pas tout faire en même temps. Donc ça, c'était cool, c'était un bon step. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des prochaines steps côté Welcome UI. Là, on est en train de retravailler avec un designer sur toute la partie un peu core, on va dire, fondation du thème. Donc tout ce qui est couleur, tout ce qui est espacement. On a parlé un peu, on a travaillé aussi un peu la taille des polices, etc. En fait, on aimerait bien proposer maintenant ce qu'on n'avait pas trop réfléchi au début du design system, par exemple un dark mode, qui se fait de plus en plus et qui est hyper intéressant pour tout le monde et qui est assez agréable. C'est agréable si le soir, par exemple, on va aller lire les offres d'emploi dans le lit, ça fera moins mal aux yeux que se taper un gros écran blanc. Et voilà, du coup, on travaille vachement là-dessus. Ça va faire une nouvelle version avec des breaking change, mais on n'a vraiment pas le choix de passer par là. Donc, on est en train de vraiment réfléchir avec les designers comment avoir la meilleure version possible. Ça, c'est assez cool. On essaie de travailler un peu plus l'accessibilité aussi, parce qu'on n'est pas assez bon là-dessus. On utilise une librairie d'ailleurs qui est géniale, qui s'appelle Reakit, qui va s'appeler Reakit bientôt, qui est vraiment des composants très très bas niveau, qui font vraiment le minimum et qui sont hyper accessibles. Donc ça aussi pour nous c'est important parce que dans notre corps de métier chez Welcome, autour du travail, il faut que le site soit accessible, ça il n'y a pas le choix, et même de base, il faut qu'un site soit accessible. Donc voilà, c'est au travail. On a appris cette semaine que l'ERNA
la librairie Lernac, qui permet d'avoir un monorepo, et grâce à ça, on n'a qu'un seul repo et on a plein de packages en fait qui font nos composants, étaient dépréciés. Donc là, en parlant de dette technique, là on en a une directe, donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va faire pour la suite. Bon, il y a des nouvelles librairies qui existent maintenant, mais voilà, c'est pas mal de choses comme ça. Et un dernier truc, c'est pas mal de composants legacy qu'on a, par exemple une recherche ou un select. On utilisait des vieilles librairies qui étaient là à l'époque, quand on a commencé, qu'on n'a toujours pas fait évoluer. Et le but, ça va être d'essayer de virer un maximum de choses pour justement qu'on ait des composants les plus légers possibles. On n'a pas forcément besoin de tout ce qui est dans ces librairies. Et il y a des librairies d'ailleurs qui sont même plus maintenues. Donc voilà, on a pas mal de choses en vue. Et voilà, et aussi travailler sur tout ce qui est documentation et tout ce qui est autour de l'open source du projet, comment on s'organise. Donc là, c'est des choses qu'on essaie aussi petit à petit de voir pour la suite, et qu'on puisse, en fait, le but, c'est qu'on puisse faire évoluer facilement avec toute l'équipe le Welcome UI au cours de l'année. Voilà, qu'on ne soit pas bloqué par des choses, voilà, que ça soit très fluide et qu'on puisse faire des évolutions facilement, et qu'on puisse travailler facilement avec le design main dans la main. Parce que c'est ce qui est le plus important en fait dans le design système, c'est d'être avec toujours le design main dans la main, et leur montrer tout ce qu'on fait et tout ce qu'ils veulent voir, et qu'on arrive ce qu'on arrive à faire. Donc voilà, à peu près, il y a pas mal de... Du coup, je dis, ouais, il y a pas mal de travail. Du coup, vas-y. Je disais, ouais, il y a encore pas mal de travail, mais en tout cas, voilà, un design system, ça ne s'arrête jamais, et c'est toujours... Ça évolue, qu'on continue. Et donc, du coup, si quelqu'un qui vous a écouté pendant 7 heures souhaite du coup commencer à utiliser ou au moins à tester Welcome UI, donc j'imagine qu'il commence par aller sur le site welcomeui.com. Mais c'est quoi les premières étapes si tu devais faire un mini tuto en 3 minutes en audio et en vidéo, tu leur conseillerais de commencer par quoi et comment? Ce serait juste déjà de commencer d'importer notre système, donc créer une React avec React App, vite fait une petite app React pour tester. Ensuite, regarder un petit peu, commencer par lire un peu la doc, regarder un peu les composants, commencer à intégrer du coup le design system avec le thème par défaut, se faire une petite interface vite fait, et ensuite le but ça serait de s'amuser à modifier un peu, à customiser les couleurs par exemple. Ça peut être intéressant, que ce soit les couleurs ou que ce soit les spacing qui vont changer les margins et padding. Voilà, ce genre de choses, essayer de voir à quel point on peut s'amuser à customiser un peu les systèmes, parce que c'est un peu le but, c'est de pouvoir le faire un peu à sa propre, son design qu'on veut, l'apparence qu'on veut. Et voilà, déjà ça serait plutôt intéressant, d'afficher quelques moins une page, ou afficher un formulaire, ou ce genre de choses, commencer un peu à s'amuser avec. Mais la partie customisation, c'est vraiment le point fort qu'on va mettre en avant, parce que c'est le but de l'open source, c'est aussi que les gens puissent l'utiliser chez eux, donc pouvoir le customiser. Ok. Top. Est-ce que avant de terminer cet épisode, et avant de passer à la question rituelle du podcast, est-ce que vous auriez, je sais pas, une recommandation pour l'ensemble des auditeurs, que ce soit lié à Welcome UI ou pas, mais vraiment une recommandation, que ce soit un compte Twitter, un livre, une chaîne YouTube, un truc que vous utilisez au quotidien ou pas, en tant que dev, ce serait quoi vos recos de contenu? Mickaël ou Théo? Moi, ça serait pas contenu, ça serait de balancer une techno. Je dirais d'arrêter d'utiliser Webpack et d'utiliser des choses qui fonctionnent mieux. Je laisse ouvert à la recherche. Et de mon côté, ça serait plus sur la lib dont j'ai parlé tout à l'heure, d'aller voir Reakit, donc Reakit, mais qui va devenir Reakit, qui est vraiment une librairie absolument géniale, qui est vraiment génial, accessible, des composants bas niveau, et vous pouvez vous amuser avec, c'est hyper facile, et c'est une très bonne librairie. Ok, top. Du coup, pour terminer cet épisode, j'aurais donc une dernière question pour vous, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que vous êtes plutôt espace ou tabulation? Et on va commencer par Mickaël. Moi, je suis plus. En fait, j'utilise la tabulation sur mon clavier, mais comme on utilise un code formateur Prettier, en fait, il est converti en espace derrière, donc peu importe quoi. Peu importe, tant que dans ton projet tout soit pareil.
Et toi, Théo? Exactement pareil. Du coup, moi, j'ai toujours fait de la tabulation et maintenant, grâce à Prettier, ça se transforme en espace, donc ça change pas grand-chose. Mais ouais, team tabulation, mais transformé en espace. Ça marche. Donc, on est 3 team table. Merci beaucoup, Mickaël et Théo. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. On va rester en live pour ceux qui sont encore avec nous. Et sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous remercie toujours de partager ce podcast autour de vous. Ça me permet de faire plein de choses. Voilà, on s'éclate sur les différents réseaux, à faire plein de trucs. Ça me permet de découvrir plein de techno, plein de nouveaux projets, plein de choses. Donc, merci beaucoup. Donc, continuez à partager ce podcast, continuez à mettre des notes 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Rejoignez-nous sur le Discord, sur TikTok, sur YouTube, sur ce que vous voulez. On est à peu près partout, donc on arrive à forcément trouver un moyen. Mais le Discord, c'est encore l'endroit où c'est le plus actif. On a eu une discussion assez sympathique autour de Java et de mes mauvaises perceptions du langage Java aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez me prouver notamment que JavaScript est enfin devenu un langage professionnel. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.